Charles Aznavour est monté sur le plateau de Télé Paris avec sa voix brisée, son costume trop large, sans agent artistique, sans recommandation officielle, et avec seulement 3 minutes pour convaincre un présentateur qui avait déjà refusé des dizaines d'artistes ce mois-là. Il a chanté pendant 3 minutes, et quand il a terminé, le présentateur est resté figé dans un silence absolu, les bras croisés sur la poitrine. Les techniciens ont lâché leurs câbles pour regarder, et les caméras ont continué à tourner, enregistrant la réaction de tous ceux qui venaient d'assister à quelque chose que personne n'attendait. On était en 1955. Charles avait 31 ans. Il était encore considéré comme un raté par toute la presse parisienne. Un petit homme à la voix cassée que les critiques avaient déjà condamné à l'oubli. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose d'impossible s'est produit sur ce plateau de télévision. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut remonter bien avant. Il faut revenir à une chambre minuscule au 36, rue Monsieur-le-Prince, dans le 6e arrondissement de Paris, où un petit garçon dormait tête bêche avec sa sœur Aïda dans un lit pliant, pendant que ses parents occupaient une alcôve séparée par un simple rideau. Ce petit garçon s'appelait Chanour Vaguinag Aznavourian. Ses parents, Mamigon et Knar, avaient fui le génocide arménien. Ils s'étaient rencontrés à Constantinople, avaient transité par la Grèce où Aïda était née en 1923, puis s'étaient installés à Paris en attendant un visa pour les États-Unis qui n'arriverait jamais. Le père, Mamigon, que tout le monde appelait Micha, était un ancien baryton, un homme qui avait connu le chant, la scène et les applaudissements dans une autre vie, avant que l'histoire ne lui arrache tout. À Paris, il tenait un petit restaurant arménien appelé Le Caucase, au 3, rue Champollion, dans le quartier latin. Un endroit modeste où les étudiants venaient manger pour presque rien, et où les exilés arméniens se retrouvaient le soir autour de plats épicés et de mélodies anciennes. La mère, Knar, était couturière. C'est elle qui faisait vraiment vivre la famille quand le restaurant ne rapportait pas assez, c'est-à-dire presque tout le temps. Charles a grandi dans cette atmosphère de précarité et de musique mélangée. L'odeur des épices arméniennes qui montait de la cuisine du restaurant, les voix des clients qui chantaient après le dîner, le son du oud que son père sortait certains soirs quand la nostalgie de l'Arménie le prenait trop fort. Et au milieu de tout cela, ce gamin maigre, petit, avec un nez trop grand pour son visage et des yeux immenses qui absorbaient tout. Dès l'âge de 9 ans, il montait sur scène. Ses parents l'avaient inscrit à l'école du spectacle, rue du Cardinal Lemoine, dirigée par Raymond Rognoni. Charles voulait être acteur. Il voulait être sur scène, sous les projecteurs, devant un public. Il ne savait pas encore qu'il allait devenir l'un des plus grands chanteurs que le monde ait jamais connus. Il savait simplement qu'il ne voulait pas passer sa vie derrière le comptoir d'un restaurant qui finissait par faire faillite, comme celui de son père. Le restaurant Le Caucase a effectivement fait faillite. Micha a ouvert un autre établissement, rue de la Huchette, puis un café face à l'école de ses enfants, mais rien ne durait. La famille déménageait, s'adaptait, survivait. Charles participait à des auditions pour contribuer au budget familial. Il jouait dans des pièces de théâtre pour enfants au Théâtre du Petit Monde. Il chantait dans des cabarets miteux pour quelques francs. Et il apprenait. Pas dans des conservatoires prestigieux, ni dans des académies reconnues. Il apprenait dans les coulisses, dans les rues de Paris, dans la fumée des cafés du quartier latin. Il se décrivait lui-même comme un autodidacte, dont les jardins d'enfance avaient été des coulisses de théâtre et les classes secondaires les rues de Paris. C'est au début des années 40 que tout a basculé pour la première fois. Charles a rencontré Pierre Roche dans un cabaret. Pierre était pianiste, compositeur, élégant, cultivé. Tout ce que Charles n'était pas physiquement mais compensait par une énergie brute et un talent d'écriture qui stupéfiait tous ceux qui l'entendaient. Ils ont formé un duo. Roche et Aznavour, le pianiste raffiné et le petit chanteur nerveux à la voix grave et voilée. Ensemble, ils écumaient les cabarets parisiens, jouaient dans des salles à moitié vides, enregistraient de quelques disques que personne n'achetait et vivaient dans une précarité que seuls ceux qui ont connu la faim à Paris peuvent comprendre. Mais ils y croyaient. Ils y croyaient avec cette foi aveugle des artistes qui n'ont rien d'autre que leur talent et leur obstination. Et puis, un soir de 1946, Édith Piaf les a vus. Elle était venue dans un concert radiophonique où le duo se produisait. Piaf, qui était déjà la plus grande chanteuse de France, celle dont la voix faisait pleurer les soldats revenus du front et les femmes qui les attendaient. Piaf a écouté Roche et Aznavour, et quelque chose dans la voix de Charles l'a frappé. Pas la beauté classique d'un ténor, pas la puissance parfaite d'un baryton formé. Non, quelque chose de plus rare. Une fêlure dans la voix qui portait toute la douleur du monde. Une brisure qui ne pouvait pas s'apprendre, qui ne pouvait pas se fabriquer, qui venait directement des tripes d'un fils d'exilé qui avait grandi entre la misère et la musique. Piaf les a pris sous son aile. Elle les a emmenés en tournée, aux États-Unis, au Canada, partout où elle allait.
Charles est devenu son confident, son secrétaire, son chauffeur, son homme à tout faire. Il portait ses valises, organisait ses journées, encaissait ses colères légendaires, et en échange, il apprenait. Il apprenait comment tenir une scène, comment habiter une chanson, comment transformer 3 minutes de musique en quelque chose que les gens n'oublieraient jamais. Mais Piaf lui a aussi dit quelque chose de cruel et de nécessaire. Elle lui a dit que son nez était trop gros pour la scène, que le public ne le regarderait jamais avec tendresse tant qu'il aurait ce visage-là. Et elle a financé une opération de chirurgie esthétique pour modifier son nez. Charles a accepté. Pas par vanité, par survie, parce qu'il savait que dans ce métier, l'image comptait autant que le son, même si cela lui brisait le cœur de l'admettre. La rupture avec Pierre Roche est venue à la fin des années 40. Pierre avait rencontré une femme au Québec pendant une tournée et avait décidé de s'y installer définitivement. Il a choisi l'amour plutôt que la musique, le confort d'une vie stable plutôt que l'incertitude des cabarets parisiens. Charles a ressenti cette séparation comme un abandon. Ils avaient tout construit ensemble, chaque chanson, chaque spectacle, chaque nuit blanche passée à écrire des paroles qui parlaient de solitude et d'amour impossible. Et Pierre partait, comme ça, pour une femme et un pays lointain. Charles s'est retrouvé seul, sans duo, sans protecteur. Piaf avait ses propres drames et ne pouvait plus s'occuper de lui comme avant. La presse parisienne, qui ne l'avait jamais aimé, a senti le sang dans l'eau et s'est acharnée. Les critiques étaient d'une violence inouïe. On écrivait qu'il était trop petit pour être chanteur, que sa voix ressemblait à une laryngite chronique, qu'il ferait mieux de retourner écrire des chansons pour les autres, plutôt que d'infliger sa présence sur scène. Un journaliste particulièrement cruel a écrit qu'il devrait être interdit de monter sur les planches. Charles lisait ses critiques dans sa chambre, seul, et chaque mot était comme un coup de couteau, mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, pour lui, cela signifiait retourner derrière le comptoir d'un restaurant qui allait faire faillite, et il savait, au plus profond de lui-même, que sa place était sur scène, que sa voix, cette voix brisée que tout le monde méprisait, portait quelque chose que personne d'autre ne pouvait porter. L'année 1955 a été celle où tout a convergé. Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, le temple absolu de la chanson française, lui a donné une chance. Pas en tête d'affiche, en première partie de Sidney Bechet. L'humiliation suprême pour un homme de 31 ans qui rêvait d'être une star depuis qu'il avait 9 ans. Mais Charles a accepté. Cocatrix lui a dit d'écrire une nouvelle chanson pour l'occasion, et c'est là que Sur ma vie est née. Une chanson qui parlait d'engagement total, de don de soi, de cette détermination qui refuse la défaite même quand tout s'écroule. Charles a chanté Sur ma vie à l'Olympia ce 22 juin 1955, et pour la première fois, quelque chose a changé dans le regard du public. Les mêmes gens qui lisaient les critiques assassines dans les journaux se sont retrouvés à essuyer des larmes dans la salle. La voix brisée de Charles ne ressemblait plus à une laryngite. Elle ressemblait à la voix de quelqu'un qui avait tellement souffert que chaque syllabe portait le poids d'une vie entière de combat. Mais ce n'était qu'un début. L'Olympia était une salle. La télévision, c'était la France entière. La première apparition télévisée de Charles Aznavour a eu lieu le 3 août 1955, dans l'émission Télé Paris. Il n'avait pas d'agent artistique pour négocier son passage. Il n'avait pas de maison de disques puissante pour faire pression sur les responsables de la programmation. Il avait simplement sa réputation naissante de l'Olympia et la recommandation hésitante de quelques personnes du milieu qui commençaient à douter que la presse avait tort à son sujet. Le jour de l'enregistrement, Charles s'est levé à l'aube dans sa chambre modeste. Il a enfilé un costume qui ne lui allait pas vraiment, parce qu'il n'avait pas les moyens de s'en faire un sur mesure. Il a pris le métro jusqu'au studio. Le métro. Pas un taxi, pas une voiture avec chauffeur. Le métro, comme n'importe quel ouvrier parisien, un matin de semaine. Quand il est arrivé au studio, les techniciens l'ont regardé avec cette indifférence polie que l'on réserve aux artistes dont on ne connaît pas le nom. On lui a montré où se placer, on lui a dit combien de temps il avait, et on lui a fait comprendre, sans le dire explicitement, qu'il n'était pas la priorité de la soirée. Charles a attendu son tour dans un coin du studio, assis sur une chaise en métal, les mains posées sur les genoux, le cœur battant si fort qu'il sentait les pulsations dans ses tempes. Il pensait à son père Micha, qui avait été baryton dans une autre vie et qui avait fini derrière le comptoir d'un restaurant en faillite. Il pensait à sa mère Knarr, qui cousait des robes la nuit pour que ses enfants puissent se manger le lendemain. Il pensait à Pierre Roche, qu'il avait abandonné pour une femme au Québec. Il pensait à Piaf, qui lui avait appris que la scène était un champ de bataille et que seuls les plus acharnés survivaient. Et il pensait à toutes ces critiques dans les journaux qui disaient qu'il ne méritait pas d'être là, que sa voix était une insulte au métier, que sa carrière était une erreur. Quand on l'a appelé,
Charles s'est levé de sa chaise, a lissé son costume du plat de la main et a marché vers le centre du plateau. Les projecteurs se sont allumés au-dessus de lui, brûlants, aveuglants, et pendant un instant il n'a vu que du blanc. Puis ses yeux se sont ajustés et il a aperçu les caméras, ces machines énormes montées sur des roulettes que des opérateurs déplaçaient lentement vers lui. Il a vu le présentateur, assis dans un fauteuil sur le côté du plateau, les bras croisés, avec l'expression de quelqu'un qui a vu défiler trop d'artistes médiocres et qui ne s'attend plus à être surpris. Il a vu les techniciens dans l'ombre, derrière les câbles et les moniteurs, occupés à leur réglage, à peine conscients de sa présence. Charles a pris le microphone. Ses mains ne tremblaient pas. C'était la seule chose qu'il contrôlait, la stabilité de ses mains, parce que le reste de son corps était en guerre avec lui-même. Son estomac était noué, ses jambes menaçaient de fléchir, et sa gorge se serrait comme si son propre corps essayait de l'empêcher de chanter. Mais il a ouvert la bouche et la première note du palais de nos chimères est sortie. Et cette note a tout changé dans le studio. Ce n'était pas une voix parfaite. Ce n'était pas une voix lisse et brillante comme celle que la télévision française avait l'habitude de diffuser. C'était une voix fissurée, à vif, une voix qui semblait porter en elle toutes les nuits blanches des exilés arméniens, toute la faim des années de misère, toute la rage d'un homme à qui on avait répété pendant 15 ans qu'il ne serait jamais assez bien. Et c'est précisément cette fissure qui rendait chaque mot insupportablement beau. Charles chantait et le studio se transformait. Les techniciens qui ajustaient leurs câbles dans l'ombre ont relevé la tête, un par un, comme attirés par une force invisible. L'opérateur de la caméra principale a cessé de bouger sa machine et s'est contenté de cadrer le visage de Charles. Ce visage imparfait, ce nez qu'on avait dû opérer, ces yeux immenses qui brillaient sous les projecteurs, avec une intensité presque insoutenable. Le présentateur, qui avait commencé les bras croisés avec son expression de lassitude professionnelle, a lentement laissé retomber ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, imperceptiblement, comme s'il voulait dire quelque chose mais que les mots refusaient de sortir. Les 3 minutes ont passé comme 3 secondes. Charles a chanté chaque syllabe comme si c'était la dernière de sa vie. Il a mis dans cette chanson tout ce qu'il avait été. Le petit garçon de la rue Monsieur le Prince, le fils du restaurateur en faillite, l'apprenti comédien de l'école du spectacle, le partenaire abandonné, le protégé de Piaf, l'homme que la presse voulait détruire. Tout. Chaque seconde de souffrance, chaque moment de doute, chaque nuit passée à se demander s'il n'aurait pas mieux fait d'abandonner. Tout cela était dans sa voix, dans chaque vibration de cette voix brisée que les critiques appelaient une laryngite et que le monde allait bientôt appeler du génie. Quand la dernière note s'est éteinte, le silence est tombé sur le studio comme un rideau de plomb. Charles est resté devant le microphone, les bras le long du corps, le souffle court, ne sachant pas s'il venait de triompher ou de se condamner définitivement. Le présentateur n'a pas bougé. Pas un mot, pas un geste. Les secondes se sont étirées, interminables, insoutenables, et dans ce silence chargé d'électricité, personne dans le studio ne savait comment réagir. Les techniciens s'étaient immobilisés. Les caméras continuaient de tourner, capturant ce moment suspendu où le temps semblait avoir cessé d'exister. Puis le présentateur s'est levé lentement de son fauteuil. Il a fait quelques pas vers Charles. Il l'a regardé avec une expression que personne dans le studio ne lui avait jamais vue. Et il a dit, d'une voix qui tremblait légèrement, comme si les mots lui coûtaient un effort physique. « Je ne sais pas ce que je viens d'entendre, mais je sais que je n'oublierai jamais ce moment. » Le studio a explosé. Les techniciens ont applaudi. Les assistants de production se sont mis debout, et Charles est resté immobile au centre du plateau, sous les projecteurs brûlants, incapable de bouger, incapable de parler, parce qu'il venait de comprendre que 15 années de souffrance, de rejet et de doute venaient de trouver leur justification en 3 minutes de chanson. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose d'étrange s'est produit. La critique ne s'est pas tue immédiatement. Les mêmes journalistes qui l'avaient lente démoli continuèrent à décrire que sa voix était un défaut, que son physique ne correspondait pas aux standards de la télévision, que son passage à Télé Paris avait été une curiosité et rien de plus. Mais le public, lui, avait entendu autre chose. Le public avait reconnu dans cette voix brisée quelque chose d'authentique, quelque chose que les voix parfaites ne pouvaient pas transmettre. Les lettres ont commencé à arriver au studio. Des gens écrivèrent pour demander qui était ce chanteur à la voix étrange qui les avait fait pleurer devant leur poste de télévision. Des femmes écrivaient pour dire qu'elles avaient reconnu dans sa chanson leur propre solitude. Des hommes écrivaient pour dire qu'ils avaient ressenti dans ses mots leur propre combat silencieux contre un monde qui ne les voyait pas. Charles est retourné à l'Olympia, puis à l'Alhambra. Chaque salle plus grande que la précédente, chaque public plus nombreux, chaque critique un peu plus silencieuse. Et en décembre 1960, quand il a chanté
Je me voyais déjà à l'Alhambra devant une salle comble, une chanson qui racontait l'histoire d'un artiste que personne ne voulait et qui refusait de renoncer. Le public a compris qu'il ne chantait pas une fiction. Il chantait sa propre vie, chaque vers, chaque mot, chaque note. Et la France entière a compris ce soir-là qu'elle avait failli perdre l'un de ses plus grands artistes à cause de l'aveuglement de quelques critiques qui confondaient la perfection technique avec le talent véritable. La séparation avec Pierre Roche, qui avait semblé être la fin de tout, avait en réalité été le commencement de tout, parce que tant que Charles était dans un duo, il se cachait derrière la musique de Roche, derrière l'élégance du pianiste, derrière le confort d'un partenariat qui lui permettait de ne jamais affronter seul la cruauté du public et de la presse. Quand Pierre est parti au Québec, Charles n'avait plus nulle part où se cacher. Il était seul, nu devant le monde, avec seulement sa voix brisée et ses chansons. Et c'est exactement cette solitude qui l'a rendu immense. C'est cette solitude qui a transformé Şanur Vaginag Aznavourian, le fils d'un restaurateur arménien en faillite, en Charles Aznavour, l'un des plus grands artistes du XXe siècle, un homme qui a vendu plus de 180 millions de disques, qui a chanté dans 6 langues, qui a été reconnu par les plus grands comme l'un des meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes de tous les temps. Cette histoire nous apprend quelque chose d'essentiel sur le rejet, sur le talent et sur le temps, que le monde ne reconnaît pas toujours immédiatement ce qui est exceptionnel, que les voix les plus puissantes ne sont pas les plus lisses ni les plus parfaites, mais celles qui portent des cicatrices, que la critique peut briser des carrières et détruire des vies, mais qu'elle ne peut rien contre quelqu'un qui refuse absolument de disparaître. Charles Aznavour a été moqué pour sa taille, humilié pour sa voix, rejeté par la presse et abandonné par son partenaire. Et chacune de ces blessures est devenue une note de plus dans sa musique, une fissure de plus dans cette voix, que le monde entier a fini par aimer justement, parce qu'elle était fissurée. La perfection est froide, la perfection est oubliable. Ce qui reste dans la mémoire des hommes, ce sont les fêlures, les imperfections, les moments où quelqu'un de brisé trouve la force de se lever et de chanter malgré tout. Et c'est exactement ce que Charles Aznavour a fait ce soir-là, sur ce plateau de Télé Paris, devant des caméras qui ne s'attendaient à rien et un présentateur qui ne croyait plus au miracle. Si cette voix brisée n'avait pas existé, si Charles avait eu la voix parfaite d'un ténor classique, il aurait probablement été oublié comme des milliers d'autres chanteurs à la voix parfaite. Mais c'est la fêlure qui a fait le diamant. C'est la douleur qui a fait la beauté. C'est la solitude qui a fait la grandeur. Et si vous portez en vous une blessure que le monde ne comprend pas, souvenez-vous de ce petit homme au costume trop large qui est monté sur un plateau de télévision en 1955 avec rien d'autre que sa voix cassée et 3 minutes pour prouver que tout le monde avait tort. 3 minutes qui ont suffi pour que le silence du studio devienne le tonnerre des applaudissements. 3 minutes qui ont transformé un fils d'exilé en légende immortelle. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. On adore savoir de quelle partie du monde nous suivent les fans de cette légende de la chanson française. Et si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider à continuer à raconter ces histoires, cliquez sur le bouton de contribution juste en dessous. Cela fait toute la différence pour notre travail. Merci infiniment de nous avoir regardés. On se retrouve dans la prochaine vidéo.